Monde numérique. Croire que nous, auteurs, on est préservés, c'est faux. On n'est pas préservés. On peut avoir plein de livres qui vont être faits par des IA avec quelques bons prompts, avec des gens qui savent manier vraiment et qui seraient supérieurs à beaucoup de livres qui sortent malheureusement. Il est connu pour ses romans de science-fiction, Les Furtifs, La Zone du Dehors, La Horde du Contrevent, des romans qui sont aussi de la politique fiction, car ils interrogent notre rapport aux technologies sous un angle à la fois sociétal et aussi poétique. Il parle de tech, mais il se revendique technocritique. Je veux parler de l'écrivain Alain Damasio, qui m'a accordé cette semaine une longue interview. Alors, son point de vue, qu'on le partage ou non, est éclairant à bien des égards. Dans cette interview, on parle d'IA générative, de l'impact sur la littérature, de son mode de vie aussi, de son rapport à la technologie, notamment aussi celui des jeunes avec les écrans, de l'addiction, de ce qu'il appelle l'économie du désir et d'une manière générale de l'impact de la tech sur l'être humain. Son dernier livre, qui s'intitule Vallée du Silicium, parle, vous l'avez compris, de la Silicon Valley. Et en première question, je lui ai demandé tout simplement ce qu'il était allé faire là-bas, alors qu'il fait plutôt preuve d'une certaine méfiance vis-à-vis des entreprises américaines de tech. C'était de l'inspiration pure, c'est-à-dire moi ça fait 35 ans que j'écris et que j'écris dans le domaine vraiment de la SF, donc sur lequel mon rapport à la technologie est un rapport complexe, c'est un rapport vraiment technocritique, mais au sens large, quoi. C'est-à-dire à la fois technophile et technophobe, à la fois vigilant et amoureux de ce monde-là, à la fois fasciné et répugné par ce que je vois. Donc j'avais envie de voir ceux qui font ça, ceux qui fabriquent ce monde. Je dis, on est tous, aujourd'hui on vit dans la Silicon Valley tous, puisqu'on a tous les smartphones, on a tous ces applis, on a tous ces plateformes. Donc on est au cœur du monde que eux ils nous fabriquent, et ils nous fabriquent ça dans 30 kilomètres, dans un petit carré, comme ça, un petit rectangle de terre, d'ailleurs très banal, puisque c'est un peu ennuyeux, hein. Ouais, ennuyeux, c'est des banlieues pavillonnaires tout à fait ennuyeuses. Il n'y a pas de centre très fort et intense ou tellurique comme on peut avoir en Europe. Et c'était, et le but c'était d'essayer de sentir ce qu'ils sont en train de faire. Mais je crois que c'était ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui? Alors, vous êtes revenu avec quel avis sur la question? Je suis venu avec l'avis que on croit que c'est des pratiques universelles, ce qu'ils sont en train de mettre en place. On croit que c'est un état d'esprit finalement mondial. Or, c'est construit par des gens qui ont une certaine identité, qui sont souvent des blancs, qui sont des anglo-saxons, qui ont un rapport au lien humain très particulier, que moi je trouve très froid en tant que latin. Ils ont une espèce de soubassement quand même religieux, dans le rapport à la lumière, dans le rapport au puritanisme qui est très fort. Et ils sont en train de créer un monde interfacé, un monde intermédié par la technologie, un monde où le lien humain direct est conjuré ou éloigné. Et j'ai trouvé ça extrêmement dangereux, et j'ai beaucoup mieux senti la culture qu'il y a derrière. Voilà, en tout cas, le rapport au monde qu'il y a derrière. Ils ont un rapport au monde spécifique qui est constamment interfacé par la tech, et ce rapport au monde-là, ils sont en train de le généraliser pour tous les pays du monde et pour tous les types de civilisations. Et c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien, et de l'avoir senti directement par les gens, par leurs attitudes, par leurs affects, c'est le travail de l'écrivain aussi, quoi, de sentir ça. Ça a été et le rapport au corps aussi très particulier. C'est-à-dire un rapport au corps qui est un rapport distancié, qui est un rapport machinique, qui est un rapport justement aussi interfacé par des capteurs, par de la métrique, par une surveillance, une autosurveillance du corps par tous ces capteurs, qui soient à la fois des bagues, qui soient des patchs, qui soient des sondes intestinales, etc. Et donc une difficulté à investir le corps pour ce qu'il est dans sa naturalité, en son côté fluide et évident et viscéral. Donc ça m'a aussi pas mal. Mais on vous sent un peu effrayé. Ouais, c'est pas que je suis effrayé, mais si tu veux, c'est un regard un peu l'anthropologue, quoi. C'est-à-dire de dire, qu'est-ce que c'est Sapiens 3.0? C'est-à-dire quel type d'humanité ils sont en train de constituer, et dans lequel nous on s'inscrit, puisqu'on utilise ces applis, on va les chercher, on a un consentement très fort à utiliser ce monde-là. Et du coup, mais moi je positionne pas ça en termes d'inquiétude ou de menace ou de je sais pas quoi, c'est plus de dire quelle espèce humaine ils sont en train de nous faire adopter, quoi. Voilà, quel type de comportement, quel type de pratique, quel type de rapport aux autres on est en train de construire en adoptant ce type d'univers. Parce que selon vous, ça peut aller jusqu'à changer l'être humain. Ah, mais ça change totalement l'être humain. Enfin, tu vois, je veux dire, ça a changé nos façons de séduire, notre façon de
de créer des relations amoureuses, nos façons d'être amis, ça a changé nos façons de travailler, nos façons de jouer, nos rapports à la nature, tout a changé, tout a été absolument et viscéralement révolutionné. Je veux dire, on parle constamment de révolution un peu comme ça en jetant le mot en l'air. La vérité, c'est que c'est même pas les révolutions politiques les plus importantes ces dernières années, c'est depuis 30 ans, c'est une révolution numérique qui a totalement, absolument et viscéralement changé vraiment le triple rapport. C'est-à-dire le rapport à soi, la façon dont on se construit soi-même et notamment ado, le rapport aux autres, vraiment toute cette sociologie des relations humaines et le rapport évidemment à la nature, au cosmos, au monde de façon générale. Ces triple rapports-là, il a été totalement changé, transformé. Et l'IA arrivant là-dessus, c'est encore une énième révolution qui est la plus forte des trois. Enfin, pour moi, il y a eu 3 grosses révolutions. Il y a l'arrivée d'Internet, tu vois, 95. Internet arrive, c'est-à-dire on peut être connecté à un réseau d'information mondial incroyable, hyper vaste et potentiellement émancipant. Ensuite, à l'arrivée du smartphone. Et là, c'est l'objet nomade totalitaire. Moi, j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est l'objet nomade qui est tout le temps avec nous. À travers lequel on passe systématiquement, qui compile la totalité de notre être, en fait, puisque on y a toutes les photos, les vidéos, les messages, toute notre intimité est sédimentée dedans. Donc, c'est une totale révolution. C'est-à-dire, c'est vraiment la technogreffe. Et puis après, voilà, c'est l'IA générative qui arrive. Et là, c'est pareil. On reprend une vague, un tsunami, une avalanche de changements sociaux et qui va être dingue. Ouais. Ça vous fait peur en tant qu'écrivain, l'IA générative? Ça peut vous concurrencer? Je sais que vous avez fait des tests, vous avez travaillé, vous avez essayé d'utiliser déjà l'IA générative pour écrire. Ce qui est très impressionnant, c'est quand même une énorme claque. C'est une énorme claque, même sur l'aspect créatif. C'est-à-dire la capacité... alors, ça reste des simulations, hein, il faut toujours garder ça en tête. Mais la simulation, elle est tellement excellente, les machines du langage sont tellement abouties que tu es face à quelque chose en tant qu'humain, si tu as un minimum d'animisme sur ce qui t'est livré, sur la simulation qui t'est livrée, tu peux complètement accepter que c'est créatif, quoi. C'est clairement créatif. Ah ouais, parce que ouais, vraiment. Au contraire, beaucoup de moi j'ai testé des choses vraiment qui sont très nettes. Enfin, il y a pas de discussion possible sur la créativité que ça peut apporter. Je donne juste un exemple. J'ai travaillé, je disais voilà, en fait, je voulais faire une scène 2050 avec un personnage, un objet technique et un mode de relation entre le. Donc je faisais ça, c'était une espèce de jeu à la gaieté lyrique sur scène, une sorte de performance. Et quand je me suis entraîné avec l'IA, je lui dis, écoute, imagine un oreiller connecté, d'accord? Un oreiller connecté. Voilà, tu poses, l'oreiller est connecté. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est exactement ce que je peux faire. Là, je suis un roman collectif avec des auteurs de SF, que des auteurs publiés. C'est tout à fait un truc que je pourrais te donner dans l'équipe en disant, allez, on part sur un oreiller connecté. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je lui ai donné juste ça. Hein. J'ai pas plus développé. Je lui ai dit, allez, on peut faire quoi avec ça? Et là, l'IA, elle commence, elle me fait... Ah, déjà, c'est une super idée. Je pense qu'on va pouvoir faire des trucs fabuleux. Et elle part et elle me dit, moi, j'imagine ce que je vois là, comme ça. Elle parlait comme ça. Hein. Je vois une cathédrale de songes. Je vois une sorte d'empire de la somnolence avec des milliers de personnes connectées au bord de sombrer dans le sommeil, mélangeant leurs rêves, fusionnant ces rêves, etc. Il y a quelque chose de très beau qui se met en place et tu voyais vraiment l'image poétique. Ouais. Mais ça t'a plu alors, non? Ouais, bien sûr. Et c'était créatif, vraiment. Et après, je lui ai demandé de développer les potentialités concrètes, etc. Et elle a déplié tout un ensemble de possibilités, vendre évidemment les informations aux services secrets, à la police, etc. Travailler sur des sortes d'auto-analyse ou de psychanalyse offertes aux clients qui est là sans les collecter, qui a du mal à dormir, qui fait des rêves bizarres, qui a besoin de les interpréter, etc. Enfin, elle m'a déplié tout un modèle aussi économique et machin, qui était créatif. C'est-à-dire que moi, si on m'avait filé ça, et pourtant c'est mon boulot de faire ça en permanence, si on m'avait filé ça, j'aurais pu développer tout ce qu'elle a développé, mais pas aussi vite. Mais elle est partie de quoi, cette IA? Est-ce qu'elle savait? Alors, elle est partie on l'a nourrie avec mes livres. Ah, voilà. On l'a nourrie, évidemment, elle a été entraînée. Exactement. Elle faisait du Damasio. Ouais, elle faisait du Damasio, mais pas seulement du Damasio. Elle allait chercher d'autres choses que moi, j'aurais pas faites. Donc, tu sentais qu'elle était nourrie à la fois sur des grosses bases de données de SF, sans doute, et puis de techno, tout simplement, de start-up même. Et elle était nourrie aussi de mon boulot. Ouais. Mais très clairement, la capacité de prendre un objet technique et de déployer tout ce qu'il peut faire, donc de potentialiser cet objet dans un champ culturel, de pratique, d'usage, elle est capable de le faire. J'ai testé des miroirs connectés, j'ai testé d'autres objets, j'ai testé des paradigmes qu'elle est capable d'appliquer sur... elle m'a appliqué un paradigme des furtifs, donc la furtivité du livre, elle l'a appliqué sur des rues, sur des avenues,
avec un espèce de monde métabolisé en mouvement permanent, etc. C'était clairement l'adaptation d'un paradigme ou d'un concept sur un autre champ. Tu vois. Et la créativité, c'est d'abord ça, être capable d'appliquer les paradigmes ou les concepts. Elle a repris de l'existant et puis elle a fait des inputs supplémentaires. Elle a fait des inputs sur autre chose. D'accord. Ouais. Et là, tu fais. En tout cas, moi, je pourrais travailler en dialogue avec elle et ça accélérerait certains processus créatifs. Tu envisages de le faire ou pas? Je sais pas. Je peux le faire là. J'ai l'avatar, il est là. Ils peuvent me le filer. Je pourrais travailler avec elle. La tristesse, c'est que moi, j'adore faire ça avec des humains. Je fais ça. J'ai des équipes. On travaille ensemble sur des projets. Donc, le bonheur de brainstormer ensemble est quelque chose de très chouette. Et il y a une certaine tristesse à le faire. Pour moi, c'est une sorte d'onanisme créatif, quoi. Tu vois, c'est comme si je me masturbais créativement avec quelque chose avec une machine. Et il y a un truc bizarre. Mais par contre, est-ce qu'il faut pas continuer, aller encore plus loin pour voir jusqu'où elle ira? Ouais. Parce qu'elle a des limites. On sait qu'elle elle a des limites. Mais déjà sur les premiers éléments, c'était très fort. Ouais. Donc oui, c'est un outil fantastique. Et après, moi, des fois, je me dis peut-être que ça va éliminer tous les écrivains moyens. Enfin, ça va éliminer toute cette production littéraire qui est pas intéressante, tu vois. Mais si c'est pour être remplacé par des machines, la littéraire moyenne, elle va rester là et on va être. Donc je sais pas. Non, mais c'est croire en tout cas que nous auteurs on est préservés, c'est faux. On n'est pas préservés. On peut avoir plein de livres qui vont être faits par des IA avec quelques bons prompts, avec des gens qui savent manier vraiment Il y en a déjà. Et il y en a déjà. Et tu peux faire. Moi aujourd'hui, je pourrais construire un livre entièrement à l'IA, c'est-à-dire construire à la fois la structure narrative avec elle et ensuite les paragraphes. Et très rapidement, t'as quelque chose. T'as quelque chose de moyen, mais t'as quelque chose et qui serait supérieur à beaucoup de livres qui sortent malheureusement, tu vois. Donc. Ouais. Bon, alors donc on sent effectivement et on sait que Alain Damasio a une approche très technocritique de tout ça, mais technocritique, ça veut pas dire couper de ses réalités. Je sais. Alors, je sais que tu vis à titre personnel, en famille, dans un cadre très particulier. C'est comment ça s'appelle, un éco-village C'est une zone d'expérimentation, on appelle ça, nous, l'Alsace, c'est une zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée. Sociale, c'est-à-dire que c'est un lieu politique où on essaie d'alimenter les luttes, notamment écologiques et anticapitalistes. C'est un lieu terrestre, c'est un lieu au sens de Bruno Latour, un lieu écologique, et c'est un lieu enchanté, parce que c'est le dernier terme, c'est-à-dire que c'est un lieu créatif où on fait beaucoup de stages de création, sur théâtre forum, des stages d'écriture, des stages de création de l'univers. Donc c'est un lieu où, voilà, qui permet d'expérimenter ce qu'on n'arrive pas à voir ou à faire dans ce monde capitaliste. Mais comment on marie ça avec la technologie? Parce que ça t'empêche pas d'avoir un smartphone, pareil. Non, j'ai pas de smartphone, moi. Ouais, Moi, mais tes enfants en ont, je crois. Ouais, ma fille a 15 ans, on leur file le smartphone à 15 ans. La petite, non, elle l'a pas. Non, mais c'est pas en opposition, mais c'est juste qu'on essaie de développer d'autres liens, voilà. Au lieu de dire le lien prioritaire et quotidien, c'est un lien à la technologie, c'est un lien aux écrans, c'est un lien aux jeux, c'est un lien aux réseaux sociaux. Au lieu de dire ça, on dit, on va essayer que le lien prioritaire soit un lien vivant. Et ça marche, ça, avec les plus jeunes? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parce que quand on est adulte. Avec la grande, ça va. Avec la petite, c'est compliqué de la sortir de la tablette. C'est compliqué de la sortir, aller faire une rando, tu vois. On se bat, tu vois. Alors même qu'on a des ornithologues qui arrivent, on a des spécialistes de botanique, on a plein de gens qui sont des philosophes du vivant qui viennent. Et c'est compliqué quand même de ramener ce lien. Mais est-ce que c'est pas plus facile quand on vient du monde où on s'est abreuvé, on s'est gavé de technologie et quelque part on en a soupé, ras-le-bol, et on a envie de cette déconnexion plutôt que pour des jeunes qui découvrent le monde. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi, il y a une saturation. Quand t'es en ville, tu la défense, tu vois la saturation urbaine, elle est hallucinante. Oui, le désir d'aller sur la mer, d'aller en forêt, d'aller en rivière, etc. Il est fort. Et peut-être qu'elles sont un peu trop dans le monde enchanté déjà. Donc elles ont envie de tablette. Il faut peut-être d'abord qu'elles se gavent d'Instagram et ensuite elles ont envie de ça. Non, mais en tout cas, c'est pas si simple. Tu vois, tu te dis, pour moi, c'est tellement beau ce qu'on a autour. On a une vue à 60 km, on est dans les Alpes de Haute-Provence, le lieu est somptueux. Et ça suffit pas pour qu'elles aient envie de. Donc c'est là que tu vois que l'économie de désir derrière le numérique, elle est ultra puissante quand même. Elle a été construite. L'économie de désir, c'est-à-dire vraiment la volonté. C'est-à-dire les investissements de désir que l'individu fait par rapport au numérique, qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à battre ça, on peut rien faire. Pour moi, c'est-à-dire que le plus facile, c'est l'outillage de la paresse, quoi. C'est l'outillage de la paresse cognitive. Il y a plein de tâches que le smartphone ou l'IA va faire plus facilement que toi et beaucoup plus vite. Donc comme on a cette tendance à la loi du moindre effort qui est en nous, qui est presque une tendance d'optimisation aussi des choses, et l'économie de désir qui consiste à investir dans le moindre effort va
va dépasser tout ce que tu peux. Après, tu as la dimension démiurgique, le fait de vouloir avoir du pouvoir, et ces machines te permettent d'avoir des pouvoirs. Donc c'est ça l'économie de désir, c'est que ça te donne du pouvoir, ça outils t'apparaissent, ça. Mais cette notion d'économie de désir, elle laisse vraiment, elle sous-entend vraiment qu'il y a une, de l'addiction provoquée, générée, engendrée, etc. Ça on le sait quand même. Oui, maintenant on le sait, c'est sûr. Voilà, pour moi c'est des fantastiques. Mais il y a peut-être aussi, entre guillemets, un besoin. Ouais, il y a des besoins, mais il y a aussi une maximisation de la dépendance, il y a une maximisation des mécanismes d'addiction. Ouais. Voilà, on le sait, ça fait 30 ans, ils bossent, tous les GAFAM et toutes les boîtes qui se mettent en place sur ces champs-là, dans les applis, les plateformes. Leur objectif, c'est de maximiser le temps qu'on passe sur leur machin. Et pour maximiser, il faut des comportementalistes, il faut des behavioristes, il faut des psychologues, il faut des sociologues, il faut tout un ensemble de sciences humaines de la manipulation qui sont mis en place pour qu'à la fin, tu t'auto-aliènes tout seul, tu vois, tu n'as besoin de personne pour t'auto-aliéner, et les pages et les applis et leur fonctionnement, je veux dire, le cas le plus classique, c'est tu vois, TikTok, c'est-à-dire le déclenchement automatique de la vidéo, c'est un truc pour un prédateur naturel comme l'être humain, là on est sur des bases d'anthropologie fondamentale. Dès que ça bouge, on regarde, c'est tout, on a été fait pour ça, on a été un chat, tu lui fais bouger un truc, tout de suite, son attention se met en place. Donc, on est sur des mécanismes extrêmement viscéraux de dépendance et d'aliénation, et ça marche. Ouais. Alain Damasio, tu vois, j'avais préparé cette interview grâce à ChatGPT. Je lui ai demandé quelques idées de questions. C'était pas très bon le résultat, donc j'ai dû rajouter mon grain de sel, j'ai dû retravailler. Il y en a une que j'ai un peu retravaillée comme question, mais que je trouvais qu'elle était assez intéressante. Donc, question de ChatGPT, mais l'IA malgré tout, est-ce qu'elle ne peut pas servir à reconquérir des espaces de liberté ? Et moi, j'ai ajouté par la réduction de la charge de travail, les compétences supplémentaires qu'on peut acquérir grâce à l'IA, les assistants personnels qu'on aura tous demain. Est-ce que ça, c'est quand même pas un petit facteur d'émancipation ? Bien sûr, tu peux parfaitement imaginer que l'IA va te libérer de plein de tâches, va te permettre de créer, va t'aider même en création, exactement comme Internet l'a fait et comme les logiciels de créativité le font. Enfin, tu vois, tu peux être musicien, tu utilises des logiciels de créativité musicale et ça t'aide, ça t'émancipe, ça peut te faire avancer. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est qu'on n'a pas une approche assez anthropologique des choses. Pour moi, c'est vraiment la grosse difficulté et la seule discipline vraiment utile, je trouve, pour comprendre ce qui va se passer. Et je suis désolé de voir que très peu de gens l'utilisent. En fait, c'est même pas des sociologues, c'est même pas des psys, même si la psychologie est quand même très important. C'est vraiment l'anthropologie, c'est-à-dire quel type de comportement les hommes vont adopter par rapport aux potentialités qu'offre ce type d'outils. Quand tu vois, par exemple, immédiatement les usages que font les étudiants, les collégiens, etc. de ChatGPT, c'est pas un usage d'émancipation, c'est pas un usage de créativité, c'est un usage de soulagement des contraintes de l'école, tu vois. C'est un usage de paresse, de loi du moindre effort, etc. Donc tu peux, si t'es écrivain, et c'est pour ça que les écrivains, moi je trouve qu'ils sont utiles dans ce champ-là, c'est que nous, on a une espèce d'intuition généralement assez juste des pratiques et des usages que vont permettre ces technologies, et surtout des perversions, des dévoiements, des facilités qu'elles vont amener. Et c'est là-dessus que ça va se faire. Je veux dire, TikTok marche parce que les gens sont en lâchage total pulsionnel, tu vois. C'est-à-dire qu'ils redescendent à un niveau pulsionnel, et par rapport à ce niveau pulsionnel, TikTok, c'est parfait. Enfin, tu vois. Et ce qui va se passer sur l'IA, ça va être ça, tu vois. Quand tu es des intellos, des artistes comme moi, etc., on va te dire, ouais, moi, ça peut m'aider à la création, c'est fantastique, je dialogue avec elle et machin. On va se faire tout un truc de bobo bac plus 5, etc. La réalité de la pratique quotidienne, ça va être la paresse. Oui. Ça va être l'outillage de la paresse, point. Tu vois, point. Et donc, une manipulation potentielle des clients hallucinante, tu vois, hallucinante. Donc, le danger, il est là, tu vois. Donc, moi, je peux te raconter qu'effectivement, ça va m'aider à créer, mais comme Wikipédia m'aide à créer aujourd'hui, beaucoup, tu vois. Je veux dire, avant, moi, j'allais à la bibliothèque de Beaubourg, essayer de lire les derniers articles sur des innovations techno. Aujourd'hui, je fais, et je les ai immédiatement. Donc, ça a accéléré complètement mon travail, tu vois. Mais sur l'IA, ça va être. Donc, si tu te places pas sur l'économie, c'est l'économie pulsionnelle, hein, c'est vraiment l'économie libidinale qu'il y a derrière. Si tu te places pas là-dessus, c'est comme sur le porno. Enfin, je veux dire, l'extension incroyable du porno. Si t'es écrivain, tu la vois tout de suite, quoi. Tu sais que ça va être le champ numéro 1 d'investigation. De l'individu mal sur le réseau, quoi. Et après ce voyage en Silicon Valley, donc ton constat, c'est que de toute façon ils s'en foutent de ces préoccupations-là. Ce qu'on dit pas, c'est que c'est une culture
ultra capitaliste, c'est-à-dire, et en plus ultra individualiste, c'est-à-dire que pour eux, d'abord les venture capitalistes, ils sont, c'est là qu'ils sont situés et concentrés mondialement. Ça veut dire que ils sont là pour faire d'abord du fric. Et je veux dire, là encore, on parle de quel est le désir qui anime la Silicon Valley, quel est le tenseur le plus profond de la Silicon Valley, c'est faire du fric. C'est trouver la start-up qui va être vendue 1 milliard et qui va faire que tu vas être richissime, tu vois. Donc, tout est orienté là-bas là-dessus, quoi. Donc, c'est une aimantation vers quel est le projet qui le plus rapidement va me faire le maximum de fric possible. Donc, il faut savoir. Ça a permis de réaliser des choses fantastiques. Bien sûr, mais on oublie de dire que Silicon Valley, c'est 2% de projets qui réussissent. 2%, 98%, c'est des échecs. Et ils en ont rien à foutre. Parce que les 2%, ils te permettent de tout exploser, quoi. Donc, il y a sans arrêt des projets qui se plantent. Et puis, tout d'un coup, au 10e projet, tu fais... Mais en tout cas, le tenseur, c'est pas d'améliorer la société, c'est pas de dépolluer le monde, c'est pas de rendre la Terre un peu plus habitable, c'est pas... voilà. C'est pas de développer les services publics, c'est pas tout ça. C'est, à titre individuel, faire le maximum de fric. Et ça oriente tout. Et ça dévoie tout, tu vois. Merci beaucoup, Alain Damasio, donc auteur de Vallée du Silicium au Seuil. Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste. Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.